Alors, et pour se situer un petit peu dans la poursuite de la première partie, Suivons. il y a bien, on se demande toujours comment on fait pour s'en sortir de cette fameuse souffrance. On S'il y te a- le demande pas. Bon, On nous force à penser qu'on se le demande. Mais tant que tu te poses des questions connes, tu vas avoir que des réponses connes. L'être humain, il souffre pas. L'être humain, il pense souffrir. mais comment fait-il pour discerner justement Il qui cesse de cause... penser. Souffriront plus. D'accord, mais son discernement, c'est pas une clé justement pour ça. Pendant qu'il continue à penser, pendant qu'il continue à vouloir penser, à vouloir avoir la conviction qu'il a un libre arbitre total, que c'est lui qui mène le monde, que c'est lui qui mène sa vie, mais pendant qu'il continue à jouer dans cette illusion-là, c'est évident que le discernement devient important. Il faudra qu'il apprenne à discerner quand on pense con et quand on pense intelligent. Mais lui, il pense pas. Il va accomplir, il peut parler des choses, mais il ne peut pas les penser. Il y a beaucoup de conférences que je fais où j'apprends des choses extraordinaires, mon ego virevolte, le peu qui reste. Mais si je me mets à penser à ces choses-là, ben, il n'y a rien qui sort. Faut que je le parle. Autrement dit, il faut que je crée une action. La pensée, pas une action, la pensée, c'est une stagnation. Un tripotement de mémoire. Par la parole, on arrive à dire des choses qui dépassent notre pensée. Voilà, c'est la seule façon d'apprendre. Des fois, t'es con, mais des fois, t'es mauditement brillant. Alors, je passe mon temps à parler de façon à dépasser ma pensée. Faut pas penser ben pour dire ce que je dis. Tous ceux qui se cherchent, même ceux qui veulent écrire des romans par la pensée, ils n'y arrivent pas. Alors, on pense. Comment s'en sortir? Puis là, on se répond, c'est dur. Bon, première récupération. Puis là, on pense, ouais, il y en a qui ont la chance de, puis on continue à penser des conneries. Deuxième récupération. Comment pensez-vous que l'homme peut penser arriver à se sortir de la souffrance alors qu'il souffre justement parce qu'il pense? J'ai une crevaison! C'est pourquoi aujourd'hui? C'est ça, continue à penser. Ma femme me trompe! Continue à penser. Mon mari fait ceci! Continue à penser. Oui, mais mon fils, il n'est pas rentré encore, là. Continue à penser, continue à penser. Oui, mais c'est normal qu'on pense. Oui, mais c'est pas une raison pour... C'est pas plus intelligent. C'est normal, c'est sûr, tout le monde le fait. C'est la normalité. L'être humain est présentement assujetti à penser. Mais c'est pas intelligent que de penser. Oui. Lequel des deux verres que je vais prendre? C'est pas intelligent, pense. Prends-en un. Oui, prends-en un. C'est si simple. Ouais, mais si je me trompe, t'es fait. Maintenant, il faudra que tu penses puis que tu discernes. Sinon, oublie les verres. Puis quand tu reviendras, prends-en un. Mais dis-toi pas, bon, ben là, vite, vite avant que je pense. Tu penses. C'est trop tard. Très important, faut pas jouer. Faut faire sérieusement les choses. Donc, effectivement, on est charrié par une panoplie de programmation. Panoplie de panoplie. De panoplie. Ça fait beaucoup de plis. Puis comment on s'en libère de toutes ces choses compliquées comme ça. Tu te prends pas au sérieux. On cesse de penser de la vie ce qu'elle n'est pas. Il neige, il neige. Oui, mais c'est choquant à cause que j'avais pensé que j'aurais pu. Il neige. T'as un accident. Oui, mais pourquoi quand on va prendre des vacances? Cesse de penser, t'as un accident. Je te lance une belle balle, bien vite. Pense pas. Attrape-la. Parce que oui. Oui, mais sans penser, on vit plus. On vit peut-être pas comme l'homme qui pense vivre. Mais on est. On souffre pas. On comprend les choses. Oui, mais je comprends pas tout. T'as pas besoin de le comprendre. Tout. À quoi ça te sert de savoir que telle plante est toxique ou non quand la plante elle pousse dans un pays que tu visiteras jamais? Hey, à quoi ça te sert? À quoi ça te sert de savoir que Napoléon était ceci ou cela ou cela? Tant que c'est pas utile que tu le saches, alors à quoi ça sert? Un jeune de 3 ans me dirait, ben bon, pourquoi on va à l'école? Ben, je vais y dire, fais plaisir à la société. Mais c'est pas à l'école, tu vas apprendre à être un homme. Un homme debout.
À l'école, on va te montrer tout ce qu'un homme assis écrasé doit savoir pour pouvoir être bien assis, bien écrasé devant les autres. Parce qu'il n'y a pas 50 manières de s'écraser. Il y a toute une règle d'or pour savoir comment s'écraser. Pfiou! Excusez. Faut que tu t'écrases convenablement. Tu pètes. C'est déjà écrasant. Tu t'excuses. Faut que tu apprennes à savoir comment t'écraser. Faut que tu dises à des gens quand tu parles, oui, ben voilà, ça c'est mon humble opinion. Faut que tu apprennes à t'écraser selon le standard. Ça va de soi. Tu peux pas faire autrement. Alors, à l'école, on te montre cela. On te montre à bien vivre. Puis là, on demande à un enfant nouveau de continuer à aimer ça. Il marche par l'intelligence. On ne peut pas aimer ça. La souffrance, l'homme accumule un karma au-dessus de lui pour la simple raison que plus il pense, plus il a besoin de mémoire pour penser. Parce que la pensée provient de la mémoire. Pense en hébreu, t'es pas capable, t'as pas appris l'hébreu. Si tu le rends mémoire, tu pourrais. Bon. La pensée vient de la mémoire. Tu ne peux pas penser à ce que c'est qu'un tricératops, ou à ce que c'est qu'un stégosaurus, ou à ce que c'est etc. Tu ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors tu ne peux pas penser à ça. Mais quand tu as ça dans ta pensée, quand tu l'as appris dans les mémoires, bien là, maintenant, tu peux penser. Ce qui pousse l'être humain à vouloir s'érudire. Dans un contexte où l'être humain est assujetti à la pensée, il doit maintenant apprendre à programmer son schéma de pensée pour arriver à goûter au discernement. C'est-à-dire, pour arriver à savoir que présentement, ce qu'il pense penser provient d'intelligence supramentale, colorée par lui, par ses mémoires, par son âme, et ce qu'il pense penser à un autre moment donné provient du monde de la mort. De tous ces maîtres, de toutes ces forces d'involution, de toutes ces attrape-nigots, qui en même temps sont régis par de l'intelligence et qui forcent l'être humain à créer de l'expérience pouvant obscurcir encore ce monde de la mort, de façon à préserver ceux qui n'ont pas la faculté de supporter le contact avec le monde de la mort ou avec l'intelligence traversant le monde de la mort. Alors, la souffrance devient absolument essentielle. Ceux qui souffrent le plus sont souvent ceux qui souffrent le plus collectivement sont les plus inconscients. Alors, ils souffrent collectivement d'une façon dramatique, mais individuellement, ils ne sont pas trop courants qu'ils souffrent. Dans les guerres au Vietnam ou les famines un peu partout ailleurs, l'être humain qui mémorise quelque chose s'imagine que c'est comme ça. La preuve, vous êtes pogné à devoir gagner votre vie à la sueur de votre front. Ça vous fait pas trop souffrir. Parce que depuis que vous êtes au monde, que vous le faites. Fait qu'on se dit, ben oui, mais c'est normal, ça. C'est ça. Celui qui vient au monde au Vietnam, après 35 ans de guerre, ben 25 ans, les bombes tombent encore, il perd un bras, puis ben, c'est normal. Lui, il est pas au courant qu'il souffre. C'est bien fait. Mais il souffre en maudit. Mais il sait pas. Bon. L'être humain ici souffre. Mais il finit par accepter sa souffrance, qu'il appelle bonheur. Tu sais, quand tu souffles là, ben si on te fait souffrir là, t'appelles ça le bonheur. Mais t'es toujours en train de te faire insulter. T'es toujours en train de te faire bafouer. Comment l'être humain se libère de ça? Ben, premièrement, il faut qu'il arrête de se prendre au sérieux, il faut qu'il cesse de penser. C'est bien problématique de penser à cesser de penser. Oui, parce que... Alors, tant qu'à penser, c'est cette pensée, il faut qu'on en fasse, il faut qu'on arrive à pouvoir créer dans le mental, dans son mental, une phénoménologie intéressante qui se rapproche de celle que l'homme nouveau va vivre. Pensez. Et pensez bien que ce que vous pensez devra vous servir. Et non pas servir contre vous. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On appelle ça un peu le positivisme. Ça se rapproche. Le positivisme, c'était bon. C'est encore bon ben du monde, là. Mais pas pour plus. Alors, tu as une crevaison, puis là, tu te dis pas, ouais, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Tu vas apprendre à changer une roue. Ouais, mais je le sais. Oui, mais tu vas apprendre à changer la roue aujourd'hui. Ça, tu le savais pas. Hein? Et toi, l'instantanéité, ce que tu apprends, ça sert le temps que tu l'apprends. C'est pas reportable dans le temps. On t'avait appris hier à changer la roue hier. Aujourd'hui, il faut la changer aujourd'hui. Puis hier, t'as pas appris à changer la roue aujourd'hui. Tu dois donc l'apprendre aujourd'hui. Alors, l'humain qui pose des questions comme ça, ben, c'est un humain qui cherche à émettre de l'émotion. Et lentement, ça sera souffrant. Parce que si le pneu qui éclate souvent, c'est des pneus usés à corde. Mais qui cherche pas Dieu. On trouve des gens qui disent oh, il y a des raisons pour toutes. Mais oui, il y a des raisons pour toutes. Il y a une crevaison parce que l'air voulait sortir. C'est une raison. Mais ou il y a une crevaison parce que le clou voulait rentrer. Mais on veut dire qu'il y avait une signification spirituelle. L'être humain a besoin de personnifier les événements. Il va avoir une signification. J'ai connu quelqu'un à un moment donné qui, toute fois qu'il sortait de la maison, il y a un avion qui passait. Fait qu'il rentrait puis il me disait, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire?
J'ai dit, faites-en pas, Air France puis Air Canada, ils ont pas retardé le vol, puis ils ont pas détourné les avions pour qu'ils te passent d'en face quand tu sors de la maison. Puis les forces cosmiques s'arrangent pas pour t'obliger à rester dans la maison pour te faire sortir jusqu'à une heure qui passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation aérienne. Ça veut dire ça. Oh, mais trois fois que je regarde là, il est 2h22. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps vital, ton corps astral, il sait quelle heure qu'il est. Ça veut dire qu'il y a une programmation qui fait qu'on tourne la tête vers un cadran quand c'est l'heure, c'est tout. Alors moi, je m'en sers de ce phénomène-là. Je me couche, puis je me dis à 5h30, je vais être réveillé. Le fou du cadran, il marche tout seul, lui. Puis s'il y a une panne de courant, il y a bien un cadran sur la planète qui marche. Puis s'il n'y en a pas, on n'a plus besoin non plus. Fait 5h30 pile, je me réveille. Là, j'éteins le cadran avant qu'il sonne, puis je me lève. Ben, il y en a d'autres qui se servent du même phénomène pour pouvoir la regarder toujours quand c'est pas le temps. Puis là, ben là, quelle signification que ça a? On t'obscurcit! Les choses doivent arriver. J'ai déjà vu un truc qu'un gars a filmé. C'est intéressant, parce qu'il est très rare. Mais c'est une feuille qui tombait d'un arbre. L'automne, fallait tomber lentement, jusqu'à temps qu'elle tombe sur la tête d'un chat, et rester là. Entre les deux oreilles, sur la tête du chat. Le gars l'a filmé. Mais le gars, emballé, génial, et un film comme ça, il n'y en a pas. Qui filme n'importe quelle maudite feuille qui tombe n'importe où, c'est unique. C'est aussi extraordinaire que la feuille qui tombe sur la tête du chat. Il n'y a jamais une feuille qui est tombée de cette façon-là, là. Il n'y a pas. Mais l'humain ne voit pas ça comme ça. L'humain complique toutes les choses, puis l'humain se met à triper spirituellement sur certains phénomènes. Ou émotivement. La souffrance, elle est là. Lorsque tu as une crevaison, tu dois simplement te dire que c'est chien. Pas émotivement. Là, tu t'organises pour te faire frapper, pas que le corps crève aussi. Et puis tu changes la roue, tu rembarques dans ton char, puis t'en parles plus jamais de cette roue-là. Tu l'oublies, tu y penses plus. Là, ça va passer dans ta tête que tu y penses. Là, c'est là que tu dois te distraire, oublier. Pense à d'autres choses, tant qu'à être obligé à penser. Mais pense pas à des bebelles qui viennent mettre des croûtes en haut. J'ai eu un accident, parle-moi-en pas. Oui, mais je veux savoir. Ferme ta boîte. Mais l'humain n'est pas capable. Quand l'humain parle, c'est là que ça devient un événement. Donc, il instruit le monde de la mort et il remplit le karma en haut. On va dire, oui, mais ça m'a soulagé. C'est une farce. T'es en train de digérer, d'assimiler de l'énergie événementielle, pis c'est ça qui te fait chier. Puis là, t'es obligé de le partager. Partage-le. Évidemment, t'auras ce qui restera. Oui, mais c'est bon pour les autres quand on partage des expériences. Ça va de soi que c'est bon pour les autres, t'es nourri, mais t'en perds. Ferme-toi. Puis cesse d'y penser. C'est un événement, c'est une expérience. Tu viens, cellularise-le. Pour le cellulariser, tu dois fermer ta boîte, tu dois aussi fermer ta tête. C'est sûr que l'humain est manipulé. Il pense qu'il pense. Fait que l'humain qui décide, bon, ben là, j'ai eu ça. Pense pas ça. Change ta roue, mets tes boulons, hein, dépose ton char à terre, vérifie encore, mets ta clé là-dedans, ferme ta valise, assieds-toi, puis fais exactement comme si tu t'en venais. Puis qu'il n'y a pas eu de crevaison. Puis qu'il n'y a jamais rien eu. Ben, cette expérience-là, là, elle sert pas le monde de la mort, c'est une expérience qui va absolument rien servir. Donc, toi, tu continues, t'as pas un karma de plus. Continue la vie que tu veux vivre, puis cesse d'y incorporer tout ce qu'on te force à vivre, qui n'est pas de ta vie. Il n'y avait pas ni d'intelligence, ni de pas d'intelligence dans ça. C'est la vie du pneu que de péter. Alors l'humain, il incorpore la vie du pneu d'ancienne. Là, on se promène ensemble, il y a un autobus qui passe sur le trottoir l'hiver, t'es sur un banc de neige, le miroir t'arrache la tête. Pourquoi faudrait que j'incorpore ça dans ma vie? C'est la tienne. Je te garantis que toi et Tété, t'incorporeras pas ma vie. Ça paraît, tout ce que tu voudras, mais c'est un fait. L'être humain doit... À quoi ça sert, sérieusement? À part nous dire, oui, mais on est humain. Oui, mais c'est parce qu'on l'aime. À quoi ça sert de manger de la merde tout le temps? À rien. Ouais, mais l'humain, m'en fous. C'est pas une raison.
L'homme est continuellement bafoué parce qu'il est convaincu que tout ce qui se passe autour de lui, ou même dans son corps, ça fait partie de son plan de vie. Ça fait partie du plan de vie des mondes parallèles dans lesquels il vit. Si ton corps perd un orteil, c'est pas ton esprit qui perd un orteil. C'est partie du plan de vie. S'il y a quelque chose qui devait tomber là, ben il tombait là, c'est son plan de vie. Si toi, tu as suffisamment d'énergie mentale pour être attentif, ou même pour le retirer le pied sans rien savoir, le corps reste intégral. Mais de toute façon, un jour, il repoussera bien si tu n'as besoin de ton orteil. Mais l'humain cristallise ce qui lui arrive. Il est convaincu qu'il vient de perdre un orteil. Fait que nécessairement, il ne repoussera pas. Il l'a perdu, il le vit, il le cellularise, il le gobe. Qu'est-ce qui advient des gens qui disent, ils se rendent compte par une visite médicale qu'ils sont atteintes d'une maladie grave? Ça les regarde pas. C'est leur corps qui est malade. Ben oui. Ils pourront s'arranger pour le restaurer. S'ils ont une raison intelligente d'être en santé, ça va se faire tout seul. Mais normalement, l'être humain n'a que de raisons émotives d'évoluer. Il n'y a pas de raison intelligente. Donc, il y a des raisons émotives de se mettre en santé. Oui, mais je t'avais. Pas de raison intelligente. Mais ça apporte une souffrance. Puis à ce moment-là, pourquoi ça apporte une souffrance? Comment ça se fait que je suis malade? Qu'est-ce que j'ai fait, au bon Dieu? Le bon Dieu, tu l'as créé. C'est ce qu'il a fait. Bon. Ça n'apporte pas de souffrance à l'homme. Le fait que tu aies le sida ou le cancer, ça n'amène aucune souffrance à l'homme. Non! C'est l'homme qui décide de prendre le plan de vie de la maladie et de l'incorporer à sa psychologie. C'est l'homme qui décide de s'identifier dans le corps physique, de dire « Oui, mais mon corps est malade. T'es malade de vivre. Tu vas en mourir. Fait que tu broyes pas. Oui, mais ça, c'est normal. » C'est le même mot du problème. Parce que l'être humain décide que si tu savais le nombre de maladies qui se guériraient très facilement, si l'humain ne déciderait pas de leur attacher une importance plus grande que leur propre évolution. Oui, mais je veux guérir! Ben lâche-la, la maladie! T'en lâcheras pas, la maladie. Tu as décidé que tu étais malade. Pas le corps. Tu devais la guérir. Oui. Mon corps a besoin d'alimentation. Ben nourris-le. J'ai faim. T'as pas faim. Mange. C'est ton corps qui a faim. Mais lorsque l'humain cesse de penser comme ça, quand le corps vit quelque chose, et l'humain s'organise pour faire la chose, il n'y a pas besoin d'y penser. Puis il cesse de broyer. Ça ne fait pas souffrir l'homme. Ça ne fait pas souffrir l'homme. Sauf qu'on instruit l'homme, qu'est-ce qui se passe partout là, c'est lui. Donc, il souffre. On l'oblige à s'identifier à des choses qui ne le regardent pas. Je vais te donner un exemple. Les Américains ont souffert bien gros quand le cuirassé s'est fait torpiller par 2 missiles français. Ben, c'est des missiles exaucés. Pas les Français qui les ont tirés, mais c'est eux qui les ont vendus. Il y a beaucoup d'Américains qui se sont sentis touchés. Mais ça ne les regarde pas. Oui, mais ils se sont identifiés à la nation américaine. Quand la navette spatiale a sauté, il y en a beaucoup ici qui se sont sentis perturbés. Parce qu'on s'identifie dans l'expansion scientifico-technique de l'homme qui présentement est supportée par les États-Unis d'Amérique. Quand ça l'a sauté, c'est l'évolution technologique vers un avenir différent qui a mangé la claque, qui a subi apparemment un frein. Il y en a ici qui ont été perturbés. J'étais en train de pitonner un texte sur mon ordinateur, puis quand je le sauve sur la disquette, là, je clique en arrière, puis je regarde la télévision. Ce que je vois la navette qui monte, puis d'un coup, il n'y a pas de son, parce que j'élimine le son. Puis là, je vois qu'il y a un otage qui se décolle, mais il reste plus grand-chose du reste. Fait que l'ego, qu'est-ce qu'il dit? Il dit pas, il crie. Elle vient de sauter. Puis en même temps, ça se peut pas. Fait que là, il met du son, puis là, il dit, moi, la refaire passer. Puis là, ça repasse. Mais c'est Radio-Canada qui a repassé le tape. Là, tu la revois encore passer, puis là, t'entends le texte. Puis là, ils disent, elle vient de sauter. Si tu restes humain, attaché à ce que tu ne veux pas, pour lutter contre ce qui arrive, tu souffres. C'est pas mon plan de vie. Ça ne fait rien à voir avec moi. On peut faire ce qu'on veut du corps, ça ne change pas le plan de vie de l'esprit. Mais l'esprit est omnibulé par une espèce de ballon, l'âme, qui se prend pour l'esprit, qui se prend pour tout ce que tu voudras. Hein? C'est celle-là qui pense, qui dit qu'en potentiel, on est toutes. Tu sais, un tas de crottes en potentiel, c'est des pommes. Mais t'as mieux manger les pommes. Ben, l'homme, c'est pareil, en potentiel, c'est tout. Puis le potentiel, il fait rien de plus. Bon. Lorsque l'être humain s'identifie à tout ce qu'on veut l'obliger à s'identifier, il souffre. Oui, mais c'est mon auto! C'est pas toi. Puis ça appartient à l'homme, atomiquement. Ça appartient pas à l'homme dans la forme.
Oui, mais je l'ai acheté! Voyons là. Si on t'aurait pas donné la job puis l'argent, tu l'aurais pas acheté. C'est moi qui me chercher une job! Oui, le gars est engagé. Il y en a d'autres qui s'en cherchent, mais ils n'engagent pas. Parce qu'ils n'ont pas travaillé de suite. Alors, l'être humain s'identifie à tout ce qui lui arrive. C'est intéressant pour l'homme. C'est correct pour l'homme. L'homme a l'impression qu'il peut avoir l'espoir qu'un jour il mènera sa vie, alors que toute sa vie, il découvre qu'il mène à rien pantoute. Oui, mais on peut pas vivre si on pense pas qu'un jour on va le changer. Ah bah, oui, donc. La mort puis la vie, c'est même pas du domaine de l'homme. C'est même pas entre ses mains. Celui qui veut se suicider, s'il y a à mourir, il va mourir. Mais s'il n'y a pas à mourir, il mourra pas, même s'il veut mourir. Alors, la souffrance, ça fait partie vraiment intrinsèquement à l'expérience. Il y a l'homme sur la planète Terre, Il y a la souffrance. et puis on bâtit avec l'homme, on se sert de l'homme, et l'homme est d'accord. Je comprends donc. Pour bâtir un filtre, et ce filtre de la mémoire émotive, c'est le plus dense qu'il peut y avoir, il se tient proche de la planète Terre. Et puis il ne sert pas à l'évolution, donc en partant, il sert à l'évolution. C'est-à-dire que vu qu'il ne sert pas à ouvrir l'homme, l'homme n'ira pas crier dans l'univers qui est ouvert. Vu que ça ne sert pas à expandre la conscience de l'homme, ça sert nécessairement à limiter sa conscience. Donc ça sert à l'involution, ce filtre émotif. Et servant à l'involution, il sert à la protection de ce qui évolue. Donc cosmiquement, il sert à l'évolution. D'où l'intelligence de la souffrance. Sauf que l'homme ne doit pas se sentir assujetti à ce qui constitue la fibre de souffrance. Tu perds quelque chose, il se passe n'importe quoi, ça ne regarde pas le plan de vie de l'humain. Et parce que l'humain, pour pouvoir mieux s'accoler à la souffrance puis l'énergiser, eh bien, il a été instruit que c'est lui qui souffrait. Ben oui, non! C'est pas l'homme. Tu es couché dans ton lit, là, le cadran sonne, tu le prends, tu le garoches ta femme, ou c'est ton mari. Elle te le ramène, tu le garoches à terre, tu le casses, tu le déconnectes, tu l'éteins, puis tu te dis, merde. Et la preuve que ça marche, il a fallu qu'on invente des cadrans, là, que quand tu les éteins, là, ils ressortent une minute après. Puis un autre. Bon. Alors, l'humain, il reste couché, puis là, faut qu'il se lève. Il sait qu'il faut qu'il se lève. Mais il se lève pas. Pourquoi? Si tu rentres dans sa tête, tu lui dis, penses-tu qu'il faudrait que tu te lèves? Il va répondre, oui. Pourquoi tu te lèves pas? Tente pas. Pas encore 5 minutes. Mais, selon toi, est-ce que ça serait intelligent que tu puisses te lever comme ça, schnack, sans problème? Il va répondre oui. Il y a la partie mentale de l'homme qui sait tout, puis il y a toute la merde chez lui qui pense. Oui, mais encore 5 minutes. Puis là, pour bien te faire délecter, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les forces qui manipulent l'homme viennent dans la conscience de l'homme et viennent étirer le temps dans la conscience de l'homme, parce que le temps, c'est très élastique. Et ils viennent étirer le temps dans la conscience astrale de l'homme pour que l'homme ait l'impression que le 5 minutes dure 2 heures. Puis en même temps, l'être humain étant tout à fait indécis, puis tout à fait insécure, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme les yeux, puis après 15 minutes, il regarde l'heure, 24 minutes. On étire le temps dans sa conscience, puis lui, il est toujours pas plus sûr, fait qu'il check pareil. N'est-ce pas que le temps, il passe lentement, des fois le matin, c'est écœurant, comment c'est long? De toute façon, dans la vie de l'homme, le temps, des fois, passe très vite, des fois très lentement. Mais le temps est relatif. Dans la conscience cosmique, le temps a la même vitesse, sauf que dans l'homme peut le vivre de différentes vitesses. Alors, comment on se libère? C'est simple. On essaie de prendre conscience que les événements qui servent à créer ce filtre ne font pas partie intrinsèque du plan de vie de celui par qui l'événement arrive. Et là, tu es libéré instantanément de toute souffrance planétaire. Lentement, tu vas cesser d'accumuler un karma pour t'omnibuler et tu te serviras du karma collectif pour pouvoir te filtrer lentement. Et puis, au travers de tout cela, tu auras un contact avec ton esprit de plus en plus rapidement et tu accéderas à de l'intelligence instantanée qui est régie par une seule loi. Tu sauras ce que tu auras besoin de savoir lorsque ce sera nécessaire que tu le saches. Passons aux questions. Je ne comprends pas que plus je souffre physiquement, plus j'ai d'ego. C'est quoi le mécanisme de ce phénomène et comment me désassujettir de cela? Bon, il y a énormément de... Plus un individu souffre, ce n'est pas essentiel qu'il aura une évolution de l'ego relative, proportionnellement grandissante avec sa souffrance. Il y a celui qui souffre et qui se prend au sérieux et qui mouille et qui veut, qui refuse la souffrance, puis qui refuse, puis qui gueule, puis qui pète, qui lui risque de s'égoïser par la souffrance. Il y a celui qui l'accepte inconditionnellement, qui va s'égoïser par la souffrance, et puis il y a celui qui, à travers tout cela, essaie de comprendre. Lui, il risque de s'anégoïser par la souffrance. Mais la souffrance, elle ne peut instruire l'homme que ce n'est pas l'homme qui est le boss. Pas l'homme dans le sens où l'homme se voit.
Pas l'homme dans le sens d'humain. L'homme sera le boss, le maître contrôleur, lorsqu'il sera surhumain, lorsqu'il sera au-delà des limitations imposées par la valeur psychologique qu'il attache aux événements. Les mécanismes du phénomène qui égoïsent l'humain, c'est parce que l'humain se prend au sérieux. C'est un peu comme, souvent on me disait, « Ouais, mais j'aimerais bien comprendre. » Et moi je réponds, « Tant que tu vas aimer comprendre, on ne comprendra pas. » Oui, mais j'imagine qu'un jour on devrait... Oui, mais cesse de paniquer. Mange des grandes icônes, va voir des films, lis des... Un jour, il y a un an, je suggérais à tout le monde de s'acheter un petit pad qui te fait boulonner après un mur. Puis lorsqu'il avait la fièvre de l'évolution, il n'avait qu'à se taper la tête dessus. Tant qu'à se taper la tête, c'est mûr. On le coussinait. Ça fonctionne. Alors, lorsque l'humain veut évoluer, puis qu'à un moment donné, il est fier d'avoir compris, d'avoir évolué, c'est égoïste. Lorsqu'il se dit oui, mais eux autres, il s'égoïse. Lorsqu'il remarque les autres, puis qu'il trouve ça écœurant, de quelle façon ils se font pogner, il s'égoïse. Tu prendrais un autre. Tu te prends pour quelqu'un de supérieur. Il veut accéder à des formes de hiérarchie. Il n'y en a pas. Il y a des hiérarchies, mais c'est de la merde. C'est hiérarchie cosmique ou les hiérarchies spirituelles. Vous savez, les choses apparemment supérieures qui demandent aux inférieurs de se plier en 8. S'ils veulent avoir... s'ils veulent être touchés par le doigt du supérieur. C'est ça la hiérarchie. La hiérarchie, elle existe que dans la valeur psychologique que l'homme veut bien lui donner. Mais si l'homme décide émotivement ou psychologiquement de décider que toutes les hiérarchies ont la même valeur, ça reste une valeur déterminée par la psychologie de l'homme. Lorsque l'homme ne décide pas, mais lorsque l'homme commence à vivre le fait que les hiérarchies sont là pour les autres, il passe. C'est un peu comme celui qui veut rencontrer, je vous présente, bon, un peu comme dans mon cas. Dans mon cas, lorsque je fais le séminaire sur l'homme nouveau, les personnes découvrent simplement que je suis, comme qu'il dit souvent, plus humain qu'ils pensaient. Mais il y a des hiérarchies. Vous allez me hiérarchiser, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'oseront pas me parler parce que je suis inatteignable. C'est pas moi qui le décide, c'est eux autres. Ils me mettent une valeur qui n'existe pas. D'autres vont prendre 2, 3, 4 semaines à me regarder de loin avant de venir. J'ai signé des livres à un moment donné. Il y a du monde qui passait très loin, puis qui allait acheter le livre et qui se sauvait avec. Il y en avait sur ma table. Il voulait venir me voir, de loin. Il disparaissait. Et puis il y en a d'autres qui passaient, qui ne me connaissaient pas, qui m'avaient jamais entendu parler de moi, puis etc. Ils venaient voir, puis ils regardaient le livre, ils jasaient avec moi, puis ils trouvaient ça intéressant, ils l'achetaient ou ils l'achetaient pas. C'est ça la valeur hiérarchique, psychologique que l'homme donne à d'autres. Savez-vous quelle est la puissance du pape? La valeur hiérarchique psychologique que lui donnent les fidèles. Parce qu'habiller le pape en n'importe quoi d'autre, mettez-le dans une autre situation, puis vous allez voir que le monde. Le gars va dire, c'est moi le pape. Ah, alors, c'est le pape. C'est un pape. C'est un fait. Et là, si on a un archevêque, c'est le même phénomène tout à l'heure du roi puis de l'enfant. Si un archevêque qui passe par là puis qui dit, mais Jean-Paul, qu'est-ce que tu fais là? Et là, le gars qui a claqué, il va dire, mais là, c'était le pape. Oh, mais je ne savais pas. Mais c'est évident, je ne savais pas. Sinon, je t'aurais pas tapé. Et c'est ça la valeur hiérarchique que l'on donne à des individus. Pouvons-nous rencontrer Jean-Paul, s'asseoir à côté, puis de lui dire, bon, ben, veux-tu un morceau de ma caramel? Et l'homme peut pas. Parce que l'homme, il s'écrase hiérarchiquement. L'homme, il se laisse écraser. Tu rencontres ton patron qui détient une multinationale. Ben, c'est un être humain. Puis s'il est abordé comme un être humain, il restera un être humain. Mais si on l'aborde comme une hiérarchie hautement supérieure, ben, il va vous écraser. C'est-à-dire qu'en réalité, il va vous laisser vous écraser vous-même. Bonjour, patron, je vous dérange-tu? Oui. Un gars comme ça dérangerait n'importe quel boss. C'est pas le patron. On hiérarchie. J'entends dire à un moment donné une personne qui disait, oui, mais téléville l'homme d'affaires. C'est vrai, ça. Ils ont toujours la graisse. Qu'est-ce que vous entendez par ville l'homme d'affaires? La hiérarchie. Puis comme tu peux pas aller la chercher, ben t'as détruit. Faut faire bien attention à ce phénomène con. Alors lorsque la personne elle parle ici, n'est-ce pas, des mécanismes du phénomène qui l'égoïse, c'est parce qu'elle hiérarchise, elle personnifie les choses. Lorsque l'être humain va être capable d'abandonner la valeur psychologique de la personnification des événements, c'est essayer de vouloir trouver une signification, ce qu'il n'y en a pas.
Quand tu comprends une chose, c'est quoi la signification? C'est que tu comprends. C'est tout. Quand il neige, c'est qu'il neige. Et si un jour il y a un apocalypse, c'est qu'il y aura un apocalypse. Et si tu meurs, tu mourras. Mais si t'es pas là à broyer, pas te demander pourquoi, tu seras peut-être plus là quand ça va tomber. L'être humain n'a pas suffisamment, il ne peut pas avoir de toute façon dans sa mémoire suffisamment d'informations, de data, de données pour être capable de rendre logique tous les événements. Les intelligences extraterrestres se fendent le nez quand ils viennent ici. Ils se fendent la gueule puis ils rient. Ils ont fait un film là-dessus dernièrement. Les anges se fendent la gueule. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent même pas prévoir ce qui va arriver. Tu rencontres un missionnaire, il dit, va voir rien que ceux-là, puis dis-le pas à d'autres, tu peux être sûr qu'il va aller parler à tout le monde. La journée, tu dis, bon, ben, moi, dire, parle à ceux-là, pas à ceux-là, vu qu'il fait l'inverse. Ben, l'évolution évolue l'homme juste suffisamment, puis qu'il commence à changer ça. Quand tu t'approches de l'homme, du facteur humain, tu peux être convaincu que tu t'approches de l'imprévisible. Alors, l'égoïsation se fait par l'humain. Lorsque l'humain se prend au sérieux, l'humain hiérarchise les plans, l'humain se hiérarchise, il se place quelque part. N'est-ce pas? On a une hiérarchie propre, personnelle, on veut savoir ce que l'on vaut. Oh, mais moi, je vaux rien, moi, je suis une lac humaine, c'est ça. La compétition, on l'invente pourquoi? Pour arriver à définir une hiérarchie sociale. Les uniformes, une hiérarchie. L'instruction, une hiérarchie. Je dis souvent que les 3 premières lettres de certains mots sont très importantes. Dans ce cas-ci, c'est les dernières lettres. Vas-y. Quel est le rapport entre l'extase de l'homme nouveau, dont tu parlais la semaine dernière, et l'amour de la force d'attraction? Est-il possible de confondre les deux? Si on parle d'un amour qui est connu par celui qui le vit, on parle d'une mémoire d'amour, on parle donc d'une émotion, on parle donc d'une mortalité d'amour, on parle de l'amour psychologique. Lorsque l'être humain rentre dans une phase d'amour total, il ne le sait pas. Il ne peut pas le savoir, ça ne peut pas être vécu par son ego, parce que ce n'est pas expérientiel, c'est existentiel. C'est instantané. L'homme ne peut pas le savoir. Lorsque vous vivez intensément, vous ne le savez pas que vous vivez intensément. Après, vous pouvez dire, j'ai vécu intensément. Puis quand on est bien orgueilleux, on vit plus, puis on dit, hey, je vis intensément. On vit émotivement, intensément l'émotion, la mémoire. L'extase de l'homme nouveau, ce n'est pas une extase comme l'homme ancien l'a connu, c'est-à-dire que ce n'est pas une extase émotive, c'est une extase de sentiment, une extase vibratoire. Cela veut dire que l'homme nouveau est toujours en extase. Et ça ne l'empêche pas d'être efficace. Celui qui médite et qui rentre en extase, si le feu prend chez lui, il faudra que quelqu'un qui n'est pas en extase, très évolué, n'est-ce pas, vienne le réveiller. Sinon, la lumière qu'il voit, elle va s'accentuer. Ça va se réchauffer. Et ça va le consumer. Tandis que l'homme nouveau, lui, il n'a pas besoin d'être en extase et les 2 yeux fermés. Il ne tripe pas sur les choses. Lorsque nous parlons de ce phénomène de l'extase, évidemment, l'homme ancien ou la personne transitive ne peut pas faire autrement que de le percevoir comme un trip gustatif, énergétique. Mais souvent, on me dit, oui, mais Daniel, tu dis de temps en temps qu'un jour, l'homme va être capable de rajeunir son corps. Ça se peut pas. Il y a une feuille de papier ici. C'est la preuve que l'homme peut rajeunir son corps. C'est la preuve que l'homme peut ne pas mourir. C'est la preuve que l'homme peut voyager sans les autos qui polluent, puis sans tout. C'est la preuve. Il y a une feuille de papier ici, sur laquelle des lettres ont été inscrites. Et observez, vous êtes témoin, je brasse le papier, les lettres sont pas mélangées. C'est la preuve que tout se peut. Oui, un jour, je mettais des papiers dans mes poches, puis quand je sortais ça, les lettres étaient toutes dans le fond. L'encre, la colle, je sais pas. C'est formidable que ça reste dessus. C'est formidable que ça reste sur le papier. Mais parce que l'humain le voit tout le temps, l'humain dit, ouais, mais ça, c'est normal. C'est normal que le blé pousse, c'est normal que le chêne pousse, c'est normal que les érables poussent, c'est normal qu'un œuf peut soit pourrir, soit devenir un oiseau. C'est normal.
C'est normal qu'un orignal soit capable d'avoir un autre orignal qui aura un autre orignal, c'est normal. Et qu'il n'y a rien là. Ça se peut, c'est sûr. Prendre un morceau de bois, le planter dans le terre, l'arroser, il pourrit pas, il pousse puis devient un érable. C'est normal, soit. Mais si ça se peut, torieux, tout le reste, ça peut. Pourquoi faut-il souffrir d'un handicap physique en plus des autres souffrances pour l'évolution? Pour absolument aucune raison. Il n'y a que l'homme qui est suffisamment assez fiefé coquin pour se trouver des raisons de souffrir d'un handicap physique. L'homme ne peut pas souffrir d'un handicap physique. Sauf s'il veut. Sauf s'il décide que le corps est son corps. Sauf s'il décide que les autres sont supérieurs à lui, donc il sera handicapé. Si tout le monde vient au monde avec un bras, ce sera un handicap d'en avoir deux. Si tout le monde vient au monde avec deux bras, ce sera un handicap d'en avoir un. Le corps reste ce qu'il est. L'évolution n'est pas handicapée dans le corps. L'ego est handicapé dans sa structure collective. Elle se voit comme anormale. Pourquoi faut-il souffrir d'un handicap? Souffrez plus du handicap. Ce handicap, ce n'est pas vous qui l'avez. C'est comme si vous me dites, oui, mais je suis pogné dans le corps. Vous n'êtes pas pogné dans le corps. Remarquez bien que, tant qu'à être pogné, la puissance de l'esprit, elle est telle que d'être pogné dans un corps qui est aveugle ou d'être pogné dans un corps qui voit clair, pas grand nuance pour lui. Il est tout à fait pogné. Être pogné dans un trou à rats avec 10 rats ou dans un trou à rats avec 9 rats, lequel qui est le mieux? Pas grande différence. Mais l'ego qui se collective va dire, oui, mais moi j'ai 10 rats, ni un de plus, moi je suis limité. Ouais, mais l'esprit qui est pogné là-dedans, 9 ou 10, on va dire franchement, pogné pareil. Avec un bras de plus, avec un œil de plus, ou avec des jambes qui peuvent fonctionner, ou avec des choses comme ça, l'humain pense qu'il est plus puissant. Au niveau de l'ego, au niveau de l'âme. On lui fait penser qu'il est mieux, de façon à ce qu'il souffre. Il ne pourrait être comme les autres. On aurait dû tous naître avec des yeux derrière la tête, avec plus de doigts, avec des bras plus longs et plus forts, avec une vue qui nous permet de voir à travers les obstacles, avec la faculté d'être capable de voler en s'appuyant sur l'énergie vitale, avec la faculté de ne jamais être malade et d'être capable de recréer ce qu'on perd. On aurait dû. On est tous handicapés, hein, mais on s'en plaint pas. Parce qu'on ne sait pas qu'on aurait dû. Parce qu'on le voit pas. C'est normal qu'un grain de blé sur deux meure. C'est stupide. C'est pas parce que ça se fait régulièrement que c'est intelligent. C'est peut-être normal parce que c'est relié à la normalité. Le handicap, pourquoi faut-il souffrir? Il ne faut pas souffrir des handicaps. J'ai des handicaps, apparemment. Je n'en souffre pas. Parce que ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de mon corps. Je le regarde. Un jour, ils disparaîtront. Parce que ce corps, je le fusionnerai. Et je n'aurai plus de corps. Je pourrai créer une forme utile aux autres. Ou éliminer la forme. Mais tant que ce corps physique est créé, parce que c'est essentiel à pouvoir me plugger sa planète, ben c'est nécessaire que si on me pile 5 pieds et qu'il y a un auto, on va perdre un orteil ou deux. Mais je ne souffrirai pas d'un handicap. Puis s'il faut que je marche en chaise roulante, c'est intéressant que je roule en chaise roulante, eh bien je roulerai. Puis si la science me met des batteries, je roulerai plus vite. Mais je ne souffrirai pas d'un handicap. Ce ne sera pas moi l'handicapé, ce sera le corps. Parce que l'être humain est assujetti à son corps, le temps qu'il pense à celui-ci, il crée du karma, il souffre dans sa psychologie, il se crée un karma en haut, il tamponne de la mémoire, il se coupe du contact avec l'intelligence, et il accomplit les plans de l'évolution involutive. Lorsque l'humain finit par se dire, bon ben, c'est ça. Le corps qui arrive, ce qui arrivera, je vais tout faire pour le préserver, et à travers ce que j'aurai tout fait, tout ce qui arrivera sera la preuve que ça devait arriver. Quand vous aurez fait tout ce que vous pourriez faire, cassez-vous pas la tête après. Continuez. C'est simple. Trop simple, je l'avoue. La prochaine conférence, le sujet, je compliquerai un peu plus. L'homme n'a qu'à vivre son plan de vie et à cesser de s'accoler le plan de vie de l'extérieur à lui. On ne peut pas souffrir d'un handicap. Pas réellement.
On peut penser souffrir d'un handicap. Ça fait partie du mensonge cosmique. On va en parler prochainement. Faut-il aimer le moins possible pour souffrir moins possible? Le moins possible. On ne peut pas aimer le moins possible. On peut ne pas aimer. La souffrance, ce n'est pas la souffrance de l'amour psychologique de l'homme, mais reliée à l'amour psychologique de l'homme. Alors, si on perd cet amour, on perd cette souffrance de l'amour. Mais on ne perdra pas le reste de la souffrance. S'aimer soi-même, c'est aussi puant que d'aimer d'autres choses. On s'assujettit à souffrir. S'accepter. Comprendre des choses. Ce n'est pas s'aimer dans le sens de l'émotion de l'homme. Mais c'est s'aimer d'une façon intelligente. Êtes-vous capable d'éliminer des choses que vous aimez? Parce que c'est intelligent de les éliminer. Vous aimez intelligemment. Le patron peut congédier un employé qu'il trouve correct. Mais c'est intelligent qu'il le congédie. La compagnie ne peut pas supporter son salaire. Alors il rencontre le gars. Et puis il lui dit, ou la fille, puis il lui dit, je suis désolé, mais les circonstances économiques font qu'on est obligé de te mettre à pied. S'il agit comme ça, il aime intelligemment. Intelligemment. Le problème, c'est qu'il ne le sait pas. Et dans sa conscience émotive, il a l'impression qu'il souffre. De mettre un bon employé à la porte. Et étant donné qu'il est assujetti à la valeur psychologique et émotive des événements, il ne peut pas appliquer cela dans toute sa vie. Parce qu'il doit se divorcer, il ne peut pas l'appliquer. Lorsqu'il doit punir, lorsqu'il doit faire des choses dans sa vie privée, il n'arrive pas à l'appliquer. Il va finir par le faire. L'homme d'affaires, bien souvent, est celui qui est le plus en phase d'évolution. On va dire, oui, mais ils savent pas. Tant mieux. C'est pour ça qu'ils évoluent vite. Tandis qu'il y en a un paquet qui sont pas en affaires, ça. Ils font pas de l'argent, ça. Ils évoluent. Mais c'est les moins efficaces. L'évolution se transmet par l'efficacité. Être capable de bâtir une structure qui permettra à différents êtres humains de venir se placer dedans pour être capable de préserver leur vie et leur cadre matériel préservant ce qu'ils font. C'est pas de l'évolution, qu'est-ce que c'est? L'humain n'a pas besoin de savoir qu'il évolue. Il n'a pas besoin de vivre du snobisme de l'évolution pour savoir qui il est. Un jour, il le sera. L'homme nouveau est un homme d'affaires. Je ne dis pas que tous les hommes d'affaires sont des hommes nouveaux, mais je dis que l'homme nouveau se lance en affaires. Il devient tout à fait stupide. Être pauvre. Ouais, mais je suis pauvre, je suis limité. Non. T'es pauvre parce que présentement, tu vas apprendre plus par la pauvreté. Mais lorsque tu auras un contact avec l'intelligence, il faudra que les paramètres matériels s'éloignent. Ça vaut pas la peine d'être intelligent, pas être capable de rien faire avec. Si le cerveau est un organe, l'esprit se nourrit-tel de quelque chose? Le cerveau, évidemment, le cerveau, c'est un organe. C'est pas. On peut même en manger. Cervelle de cochon. Les cannibales aussi appellent ça cervelle de cochon au Québec. Si le cerveau est un organe, l'esprit se nourrit-elle de quelque chose? L'esprit, ça ne se nourrit pas. Ça accomplit, ça s'exprime dans l'instantanéité des choses. Et c'est l'esprit qui supporte l'illusion du temps et de l'espace. Ce soir, on ne parlera pas trop du temps et de l'espace, c'est un petit peu compliqué. L'esprit a besoin simplement de cesser d'être limité par la friction du temps et de l'espace, même si elle le contrôle. Lorsque l'être humain contrôle une chose, il le contrôle. Du point de vue de l'homme, c'est génial. Du point de vue de l'intelligence, c'est absurde. Celui qui contrôle sa peur de prendre continuellement de l'énergie pour contrôler sa peur. Cette énergie ne sert pas à d'autre chose. C'est comme le gars qui a une compagnie puis qui dit, moi, je contrôle les voisins en face qui veulent mettre le feu à ma compagnie. Comment tu contrôles? Ah, je paye des gars en avant avec des battes de baseball puis ils tapent dessus. T'appelles ça contrôler? Ah oui? Tu trouves ça correct? Ah oui? S'il serait intelligent, il dirait non. J'aimerais mauditement mieux avoir rien contrôlé. L'énergie que je mets dans la rue pour contrôler ça, je la mettrai ailleurs pour bâtir. Alors l'intelligence contrôle le temps et l'espace. Elle la supporte. Mais à travers cela, elle perd de l'énergie. Elle se densifie. Se densifiant, l'esprit va venir s'aplatir dans le fin fond du temps et de l'espace. Il va devenir il va devenir de la matière. Et il pourra l'énergiser au fur et à mesure de l'écrasement de lui-même sur ce phénomène. L'intelligence, c'est de l'énergie. Et lentement, il créera des corps évolutionnaires qui pourront le supporter. C'est l'homme. L'esprit ne se nourrit pas, il bâtit. Il n'a pas besoin de se nourrir.
Vous devez comprendre que c'est la forme. On va en parler de toute façon. Ici. Peut-on éviter une grande partie de nos souffrances en décidant à 30 ans de se contenter de ce qui contenterait un homme de 70 ans? Non, 30 ans, 70 ans, ça n'a rien à voir, parce que si vous vous contentez d'un homme de 70 ans qui se contente d'un homme de 30 ans, de quoi ça devrait se contenter un homme de 70 ans? Tu sais, c'est ça, c'est l'idée du concept. Chacun d'eux, moi, de 85 ans. Il se contente de faire de l'alchimie. Il se contente de faire le grand œuvre. Il se contente de faire des conférences. Il se contente de faire l'amour souvent. Il se contente de faire des choses qu'un gars de 30 ans a de la misère à faire. Non. Il ne faut pas que vous diminuiez vos souffrances pour diminuer ces souffrances. Vous n'y parviendrez pas. Vous allez souffrir plus de constater que vous souffrez pareil. Il faut comprendre l'intelligence des choses. La souffrance, elle a un rôle fondamental, je l'ai expliqué, elle préserve l'homme de l'agression des intelligences des mondes parallèles extraterrestres, de l'intelligence de tout ce qui est énergétiquement non relié à la planète Terre, appelez ça comme vous voudrez. Elle préserve l'homme de l'agression de ces phénomènes involutifs qui perdent en énergie, parce que l'homme n'a pas à se connecter à ces choses. Alors ça préserve. Ça crée un nuage qui empêche chez Bébite de voir ce qui se passe ici, puis tout ce qu'il voit de ce qui se passe ici, c'est une vraie folie. Et ça permet à l'homme de ne pas voir ce qui se passe là de bord pour ne pas grimper trop vite tant que le corps ne peut pas le supporter. Comment limiter sa souffrance? Pas en décidant d'avoir la même idée que l'homme de 70 ans. On a des hommes de 70 ans qui ont une seule idée. Être jeune de cœur et d'esprit. Passe ton temps à le dire, trouvant qu'ils ne sont pas. Le jeune, il dit pas qu'il est jeune. Le vieux, qui dit qu'il est jeune, il n'est pas jeune. Pour diminuer sa souffrance, j'ai expliqué. Voyez les choses comme elles sont. Faites tout ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que l'intelligence d'une chose s'accomplisse. Et si ça ne marche pas, c'est que vous n'aviez pas vu l'intelligence de la chose. Alors on se tape pas la tête sur les murs, on s'en fait pas avec ça, on souffre pas. Ça ne vous regarde pas la souffrance. Ça ne vous regarde pas. C'est une insulte que l'on vous fait que de vous faire penser que vous devez souffrir. Vous cassez votre parapluie. Le parapluie est cassé. Vous n'avez pas à vous assujettir à son plan de vie et souffrir d'avoir votre parapluie cassé. La matière a été transformée. Le temps et l'espace l'obligent. Et ce n'est pas vous. Vous perdez un œil, vous ne perdez rien. Avec les yeux, vous voyez quoi? Vous voyez les choses. Vous voyez les choses qui sont transportées par la mémoire photonique, par la lumière. À 300 000 km à la seconde, ça vient vers vous, ça frappe vos yeux. Et là, la couleur de cette peinture, elle vient vers moi. Toute la lumière frappe cette peinture et tout ce qui est absorbé reste dedans. Et ça, je ne le vois pas. Et c'est la couleur de la peinture. Je ne peux pas le voir, elle le conserve, la traite. Et tout ce qu'elle refuse d'elle, elle le rejette. Ça se promène, ça vient à mes yeux. Et je dis, je vois la peinture. Tout ce qu'elle n'est pas, c'est ça que je vois. C'est utile les yeux. Et à travers cette lumière photonique, n'est-ce pas 300 000 km à la seconde, c'est quand même pas la mer à boire, c'est pas vite vite. C'est pas instantané. Alors c'est ralenti dans le temps. Je vois ce qu'elle était. Et mes yeux la transforment en impulsion électrique, qui amène ça à mon cerveau. Les neurones trippent ça un peu. Mais qu'est-ce que c'est? Quel rapport avec la peinture? Ce que je vois, puis ce qu'elle est. C'est pas 2, c'est 5. On perd les yeux. On regarde un oiseau. Un oiseau, est-ce que c'est seulement un paquet de plumes colorées? Non. Les yeux aveuglent l'homme, souvent. Les oreilles le rendent sourd. Ça nourrit l'ego. Ça nourrit l'âme. Pourquoi l'homme a-t-il cela? C'est nécessaire de nourrir le monde de la mort par la souffrance. Donc l'évolution se fait par la souffrance. Mais plus chez vous, il faudra que ça cesse. Il y en a en masse qui souffrent sa planète. Il y en a en masse qui ont souffert, il y en a en masse qui vont continuer à souffrir. C'est pas nécessaire que l'homme se collectivise au point tel qu'il doit dire « Moi, j'ai besoin de céleri, t'as besoin de carottes, tu manges des carottes, je mange des carottes. » Partageons ta souffrance. Je t'aime. Si, ouais. Faudra que l'homme se réveille.
On s'en va ensemble en auto, t'as une crevaison, je change, je regarde ton pneu. Merde, fais-toi ça pas. On va en arrière, pouf, je n'ai un, moi tout. C'est quoi l'intelligence de partager le malheur de l'autre? C'est la même maudite chose. C'est pareil. Identique. On s'adresse à la matière, ça nous frappe moins émotivement. Fait que quand c'est un rapport à l'homme, on va dire c'est pareil, c'est pareil. On va te donner un coup de pouce, on va changer ta roue. Ah, ma roue. Bon, ben, change-la tout seul, tu iras me rejoindre, m'en va manger là-bas. Ah oui, lui-même qui veut rien foutre avec ses problèmes, on n'a rien à foutre avec lui non plus. Sinon, c'est parfait. C'est simple. Pourquoi sommes-nous heureux après avoir échappé à un grand danger? Plus heureux que si ce danger n'avait pas existé. Parce que l'être humain vit d'une différence de potentiel, de niveau psychologique. Donc, s'il n'a pas l'idée qu'il a échappé à quelque chose, il ne peut pas comparer son état à quelque chose de mémoriel. Alors, s'il échappe à un danger, ou s'il réussit là où il y avait des risques, eh bien, évidemment, il peut comparer son état à ce qu'il aurait pu vivre. Alors, il est tout content. Celui qui naît millionnaire, puis qui vit toujours millionnaire, trouve ça plate d'être millionnaire. Celui qui n'est pauvre, qui devient millionnaire, c'est le trip parfait. Différence de potentiel. Illusion, mensonge cosmique. Puis il se passe rien de plus que rien. Alors, qu'est-ce qui fait que, pourquoi nous sommes heureux après ce genre de choses? La différence de potentiel. Moi, je peux m'en venir, et puis tu trouves la vie plate, la ville est morne. Alors un jour, pour t'initier, je me cache avec une cagoule, un gros couteau, et puis je m'en viens, je t'accroche, et je te colle sur le bord des murs, et je dis, je vais te tuer. Et puis là, je te plante le couteau dans la gorge, mais c'est un faux couteau, la lame est en plastique, puis elle rentre dans le manche. Puis en même temps, j'écrase un peu le ketchup. Puis là, toi, tu sais plus si j'ai coupé ou pas. En fait, tu sais que j'ai coupé. Alors, tu t'écrases, parce que quelqu'un qui a coupé s'écrase. Tu t'écrases. Tu te lamentes, quelqu'un qui a coupé, il se lamente. Et puis moi, je me sors en courant en riant, puis tu t'appelles pas au secours, t'es agonisant. Mais après un certain temps, quand tu te rends compte que l'agonie est longue en maudit, tu vas finir par penser que peut-être t'as une chance de te sauver. Alors, tu te lèves titubant, parce que l'ego, quand il vit ça, il est en tête de l'énergie, ce qui fait que nécessairement, t'es pas fort. Tu marches tout croche vers une maison, tu t'agrippes un peu partout, tu rentres dans un hôpital. Et puis là, on se rend compte que c'était, oui, bon, du ketchup. Si c'est pas du Heinz, tu souffres un peu plus. Et ben, faut qu'il souffre. Puis là, quand tu te rends compte que c'était juste un fou pis que t'as échappé belle à tout ce que t'étais en train de vivre, t'es heureux. Tu vis la même chose qu'avant que le gars arrive, sauf que là, t'es heureux. Il y a rien qui a changé. Il y a rien qui a changé dans la vie de l'homme. Sauf que pour qu'il le sache qu'il y a rien qui changeait, fallait qu'on y change un peu les choses. Si t'as pas de crevaison, jamais, tu sais pas qu'est-ce que c'est que de pas avoir de crevaison. C'est quand tu en as une, tu sors, il pleut à verse, t'es sur le métropolitain, il vente, il pleut, il neige de l'eau, il fait moins 0 de verre. C'est pas l'heure de pointe, fait que ça passe juste assez vite pour bien te faire comprendre que les égouts marchent mal. Ton parapluie est cassé, puis t'as une crevaison. T'as le choix d'avoir des noix qui seront ben jamais. T'auras le choix de pas trouver des outils, parce que t'as toujours espéré. Ça arrivera pas. Puis tu peux arriver puis voir le pneu se regonfler. Fou! Ah, ça, c'est le bonheur. Mais le gars qui son pneu jamais crevé, là, c'est le même mot du bonheur. Le miracle se produit à chaque millionième de seconde sur ses pneus. Il se pète pas. Le gars, il s'en fout. Et si le pneu, il pète puis regonfle, ah, c'est tout autre chose. C'est dans la conscience de l'homme que ça se passe. Ça n'a rien à voir cosmiquement. L'homme est pas pogné. La seule façon que l'homme est pogné, c'est qu'on l'a instruit qu'il est pogné. Fait que l'homme, il dit, ah bon, ben, c'est ça. L'homme, si tu dis à l'homme, t'es pogné, l'homme, il dit, hein? Fait qu'on lui dit, je le répète, on lui dit, je suis pogné. Fait que le gars, il dit, je suis pogné. Fait que le gars, il est pogné. Mais c'est la même chose. Du dessus, on passe au jeu. Je rentre dans ta tête, puis je dis, t'es fou. Tu sais, toi, l'autre, là. Je rentre dans ta tête, puis je dis, je suis fou. Là, tu penses que t'es fou.
Avant, je trouvais le travail et le contact avec les gens utiles à l'évolution. À présent, je ne le trouve plus. C'est complètement inutile. L'évolution doit se faire sans effort ou sans souffrance. Ou souffrance. Est-il possible que j'évolue seul, par moi-même, sans les autres et sans les règles sociales? Oui, c'est sûr. Sûr. Où situez-vous le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob? Dans Abraham, Isaac et Jacob. D'ailleurs, ce que Moïse leur a dit. Le Dieu que vous recherchez à l'extérieur, il est à l'intérieur de vous. Lorsque nous serons maîtres enfin de l'énergie, Nous ne serons jamais maîtres de l'énergie, tant mieux. serons-nous susceptibles de retomber On ne sera en pas évolution? susceptible. Et parce qu'on ne sera pas maître, on ne pourra pas retomber en évolution. Pourquoi vouloir être maître de ce que nous sommes, plutôt que vouloir rester ou devenir, ou exprimer ce que nous sommes? C'est simple. Comment en Ça fait... sera pas long. Faut que je complète. Faut vouloir devenir maître de l'énergie. L'énergie, c'est ce qui te permet corporellement d'être là. Ça va créer des conditions spatio-temporelles extrêmement fluctuantes qui vont s'accumuler l'une sur les autres, s'agglomérant par l'énergie de masse, créant des leptons, des mésons, créant des petites particules qui n'existent pas mais qui sont là. Elles n'existent peut-être pas, mais elles sont tellement là que si elles s'agglomèrent ensemble, ça va créer des protons, des neutrons, des électrons. C'est de l'énergie. Ces électrons vont être assujettis à une forme mémorielle très particulière, amenée par l'énergie vitale, la même énergie. Et quand on va bouffer une pomme, on ne deviendra pas une pomme, la pomme va devenir de l'homme. On a l'énergie supérieure à la pomme, donc elle devra se défaire. Les molécules vont venir se placer dans un ordre mémoriel qui sera déterminé par notre condition évolutive. Et puis là, à travers cela, ils ont fini par s'identifier à ce qui se passe. Puis la même maudite énergie va dire, comment puis-je devenir maître de l'énergie? On peut pas. On est maître de l'énergie. C'est comme comment arriver à ne plus souffrir. Cesse de penser que tu souffres. Comment arriver à être en paix? Sois en paix. Simple. La semaine prochaine, c'est quoi qu'on complique? Adoucir la transition. Oh boy. Ouais, on va simplifier. Tout ce qu'on a parlé, ce qu'on parle depuis un grand bout de temps, ben c'est ça, il y a moyen d'adoucir la transition vers l'homme nouveau. Prenez-vous pas au sérieux. Usez-vous, laissez les plans de vie extérieurs à leur appartenir, cessez de les voler, pour vous donner de l'importance. Amusez-vous. Bonne semaine. Merci, Daniel.